Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer une seule histoire de justice, de pouvoir absolu et de vengeances épiques, la vengeance de l'héritière, le rugissement de la lionne. Avez-vous déjà senti que la personne que vous aimez le plus vous traite comme si vous étiez invisible, seulement pour découvrir que vous avez le pouvoir de détruire tout son monde d'un seul murmure? Elara Valente, connue comme l'épouse silencieuse, la femme timide qui s'agrippait au bras de son mari. Ce soir, elle n'était que l'épouse en pleurs, bloquée à l'extérieur de la plus grande fête de l'année, tandis que son mari, Julien, arrivait avec sa nouvelle femme. La maîtresse, Sérafina, ruisselante des diamants qu'Elara aurait dû porter, la trouva. Elle se moqua des larmes d'Elara, de sa robe simple, de sa propre existence. « Tu n'es rien », siffla Sérafina, savourant l'exécution. Mais les portes du gala étaient sur le point de s'ouvrir à nouveau, et les personnes qui les franchissaient n'étaient pas seulement des invités. C'étaient les propriétaires de l'édifice, et ils cherchaient Elara. L'appartement n'était pas un foyer, c'était une déclaration d'intention. Un duplex de presque 1000 mètres carrés au 72e étage, avec vue sur la ville. Chaque surface était de marbre italien importé. Froid. L'art sur les murs n'avait pas été choisi. Il avait été sélectionné par un consultant spécialisé en artistes émergents rentables. C'était le monde de Julien Valente. Elara ne faisait qu'y vivre. Elara Valente était, pour la haute société madrilène, une curiosité. Elle était belle d'une manière fragile, comme une aquarelle. Mais elle était effacée. Elle portait des vêtements simples et élégants de marques comme The Row ou Loro Piana. Mais elle les portait sans l'intention agressive de ses pères. Elle ne passait pas l'été sur la côte. Elle visitait. Elle ne présidait pas de comité. Elle était bénévole. Julien, au contraire, était une supernova. C'était un prédateur dans un costume Tom Ford, un requin du capital investissement qui s'était bâti une réputation formidable, basée sur un cran pur et impitoyable. Il était beau, bruyant et vibrante, charmant. Quand il entrait dans une pièce, le centre de gravité se déplaçait. Elara était, dans son orbite, une lune oubliée. Ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans, lors de l'inauguration d'une petite galerie. Elle était diplômée en histoire de l'art, affirmant être une orpheline de Suisse venue à Madrid avec un héritage modeste. Julien fut captivé par son innocence, son manque d'ambition. Elle était une toile blanche, un endroit doux pour qu'un homme dur puisse atterrir. Il la voyait comme un accessoire beau et maniable. Elara avait cru qu'il était différent. Elle avait voulu être normale. Elle avait fui sa propre vie, le poids étouffant de son nom de famille, pour voir si elle pouvait être aimée seulement en tant qu'Elara. L'amour de Julien fut, pendant un temps, la validation qu'elle désirait. Maintenant, cette validation ressemblait à une cage. Ce soir était la nuit la plus importante de leur monde. Le bal du Legs métropolitain. Le gala du Prado, comme le public le connaissait. Mais pour ce sous-groupe privé, c'était le colisée définitif du pouvoir. Obtenir une entrée était une chose. Être vu était tout. Elara se tenait dans son dressing caverneux blanc sur blanc, ses doigts traçant le tissu d'une robe d'Alice Plazolivia. Elle était charmante, une soie vert émeraude profond. Elle avait économisé pour l'acheter sur son allocation personnelle. Le généreux subside, avec condition, que Julien lui fournissait. Il ne l'avait même pas regardée. « Est-ce que là ce que tu vas mettre ?» lui avait-il demandé ce matin-là, sans lever les yeux de sa montre Patek Philippe pendant qu'il l'attachait. « Oui,
Tu avais dit que tu aimais le vert, répondit-elle d'une petite voix. C'est bien, Elora. Simplement bien. Essaie d'avoir l'air moins accablé ce soir. Séraphina Dubois sera là. Sa famille est du vieux monde, et j'ai besoin que ce nouveau fond paraisse solide. Ne m'embarrasse pas. Séraphina Dubois. Le nom flottait dans l'air comme un parfum toxique. Séraphina était tout ce qu'Elora n'était pas. Elle était bruyante, bronzée et chirurgicalement parfaite. Son Instagram était un monument à sa propre existence, et durant les 6 derniers mois, son nom était celui qu'Elora voyait dans des messages textuels murmurés sur le téléphone de Julien, le nom attaché à des dîners tardifs avec des clients et des voyages de golf de week-end. Elora n'était pas une femme stupide, elle était silencieuse. Il y a une différence profonde. Elle avait vu les signes, collecté les données et ressenti la mort lente et agonisante de son mariage. Mais elle s'accrochait, s'accrochant à l'espoir que l'homme dont elle était tombée amoureuse soit toujours là. « Julien, » dit-elle, la voix tremblant légèrement. Au sujet de ce soir, j'ai l'impression que nous n'avons pas communiqué depuis longtemps. Peut-être pourrions-nous être ensemble, comme nous l'étions autrefois. Julien la regarda enfin. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'hiver, étaient totalement vides de chaleur. « Elora » soupira-t-il, le son d'un homme accablé. « Ce soir, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de ma carrière. Il s'agit de mon avenir. Peux-tu pour une nuit simplement jouer le rôle? Souris, sois jolie, et ne parle à personne d'important d'histoire de l'art. » Dieu! Il ajusta ses revers et sortit, la laissant debout dans le froid mausolée blanc de son dressing. La robe émeraude parut soudainement bon marché et enfantine. Elle était l'épouse invisible, un fantôme dans sa propre vie de millions d'euros. Et ce soir, elle pleurait déjà, bien avant que le premier verre de champagne ne soit servi. Croyez-vous qu'il soit possible de cacher votre véritable identité par amour pendant 4 ans en endurant un tel mépris? La pluie commença à 4 heures de l'après-midi. Une averse violente et oblique qui transforma la ville en une aquarelle de néon flou et d'acier gris. Elora était coiffée par un styliste qu'elle n'aimait pas, un homme que l'assistant de Julien avait réservé. Il ne cessait de soupirer devant la finesse de ses cheveux, comme s'il s'agissait d'un défaut personnel. Julien devait être à la maison à 17h15 pour qu'ils s'habillent et partent ensemble. À 17h15, elle était assise sur son canapé de soie blanche, les cheveux en un chignon sévère qui lui donnait l'impression d'être une gouvernante. Son maquillage était fait, la robe émeraude était étalée. À 17h40, son téléphone sonna. C'était l'assistant de Julien. Pas Julien. Monsieur Valente est en retard. Il vous rejoindra sur place. Votre voiture est en bas. Un nœud froid se serra dans l'estomac d'Elora. Il ne voyagerait même pas avec elle. C'était un nouveau niveau de froideur. Elle se leva, lissant la soie de sa robe, quand la tablette personnelle de Julien, celle qu'il avait oubliée sur le socle de charge près du bar, s'illumina. C'était une notification de calendrier. Confirmation de réservation. Le Ritz-Carlton. 20h30. Séraphina Dubois. Champagne et douceur. Ce fut un coup dans les entrailles. Le Ritz, l'endroit où il l'avait emmenée pour leur premier anniversaire. Mais cela empira. Une seconde notification apparut. Un email de son compte personnel. Objet. Récupération Hatch. Winston. Le collier Séraphin de minuit est confirmé. Le chauffeur le récupérera à 18h et le remettra directement à la señorita Dubois à l'Hôtel Palace.
Assurez-vous qu'elle l'est avant le tapis rouge. Le souffle d'Elara s'arrêta, le séraphin de minuit. Elle s'en souvenait. Elle l'avait vu dans un magazine. Un saphir impressionnant, en forme de poire, entouré d'une constellation de diamants blancs. Elle l'avait montré à Julien. Un rare moment de désir. « Comme c'est beau !» avait-elle murmuré. Il l'avait regardé de côté. « C'est vulgaire, Elara. Ça en fait trop. C'est nouveau riche. » Nouveau riche. L'insulte suprême dans son monde. Et maintenant, il l'avait achetée pour Sérafina. Il ne la trompait pas seulement. Il la remplaçait. Il prenait la chose même qu'Elara avait admirée pour la donner à l'autre femme. Le bruit de la porte principale s'ouvrant la fit sursauter. Julien entra à grands pas, déjà en smoking. Il était magnifique. Un Brioni sur mesure, impeccable et sévère. Il vérifiait ses boutons de manchette, pas elle. « Tu n'es pas prête », lança-t-il d'une voix vive. « La voiture attend. Qu'as-tu fait ?» Elara ne parla pas. Elle tint simplement sa tablette, l'email brillant sur l'écran. Le visage de Julien ne se décomposa pas. Il ne manifesta ni culpabilité, ni panique. Il se durcit. Il la regarda comme si elle était une employée désobéissante. « Maintenant tu m'espionnes, » dit-il d'une voix dangereusement basse. « Le collier, Julien, » murmura-t-elle, les larmes sortant enfin, chaudes et cuisantes. « Tu m'as dit qu'il était vulgaire. Tu l'as acheté pour elle. » Julien lâcha un rire court et aigu. Ce fut le son le plus cruel qu'elle ait jamais entendu. « Oh, Elara grandit, » dit-il, marchant vers le bar et se servant un whisky. « Bien sûr que je le lui ai acheté. Ça lui va bien. Sérafina peut le porter. Elle a de la prestance. Ce n'est pas une violette flétrie. C'est ta maîtresse, » lâcha Elara, le mot ayant un goût de cendre. « C'est mon associé, » corrigea-t-il, se tournant vers elle. « C'est une égale. Elle comprend mon monde. Elle ne se limite pas à pleurer tout le temps. »« Et que suis-je, moi ?» demanda Elara, les larmes coulant maintenant sur son visage, ruinant le maquillage coûteux. « Que suis-je, Julien ?» Il prit une gorgée lente de son whisky. Il la regarda, la robe émeraude, son visage baigné de larmes. « Toi, » dit-il, posant le verre d'un coup sec sur le marbre. « Tu es un fardeau. Tu étais une fille douce et naïve de nulle part. Et je t'ai tout donné. Je t'ai donné cet appartement. Je t'ai donné un nom. Je t'ai donné une vie dont tu n'aurais pu rêver. Et tout ce que tu fais, c'est te lamenter et t'accrocher. J'ai fini, Elara. J'ai fini. Tu es en train de mettre fin à cela, ce soir, avant le gala. J'y mets fin maintenant, dit-il. Et tu ne vas pas au gala. Tu ne peux pas. Tu es un désastre. Regarde-toi, il pointa son visage, un masque de mascara coulant. Tu m'embarrasserais. Mais mon entrée, murmura-t-elle, horrifiée. Elle est à mon nom. Juliane, ne peux-tu pas simplement... Je peux, dit-il simplement. Sérafina est mon invitée. J'ai déjà tout arrangé avec le comité. Son entrée l'attend. Mais la mienne. Julien marcha vers le petit bureau antique où se trouvait la boîte d'invitation gravée. Il prit son entrée. Elle aura Valente et la déchira en deux. Il laissa tomber les morceaux sur le sol, à ses pieds. « Tu n'es rien sans moi, Elara, » dit-il d'une voix finale. « Tu n'es qu'une triste orpheline que j'ai ramassée. Maintenant, je dois y aller. Sérafina m'attend. Ne sois pas ici quand je reviendrai. Mon avocat t'enverra un forfait d'indemnisation. Ce sera adéquat. » Il boutonna sa veste, ajusta son nœud papillon dans le miroir du couloir et franchit la porte.
Le clic de la serrure résonna dans l'appartement silencieux et caverneux. Elara s'effondra au sol. Sa robe émeraude s'entassa autour d'elle. Elle n'était plus seulement l'épouse invisible. Elle était l'épouse jetée. L'épouse qui pleurait. Et elle était totale et complètement seule. Aimez cette vidéo si vous pensez que Julien est un monstre impitoyable. Pendant 1 heure entière, Elara ne bougea pas. Les bruits de la ville, les sirènes, la pluie, les klaxons lointains étaient étouffés par l'épais triple vitrage. Le seul son dans l'appartement était le bruit râpeux et douloureux de ses propres sanglots. Elle était une sotte. Elle avait si bien joué le rôle de la fille simple qu'elle avait commencé à y croire elle-même. Elle avait désiré, avec un désir désespéré et enfantin, être aimée pour elle-même. Elle avait fui le pouvoir, les obligations, le poids écrasant de son vrai nom, croyant qu'elle pourrait trouver quelque chose de pur. Julien ne l'avait pas aimée. Il avait aimé son absence de pouvoir. Il avait aimé qu'elle soit malléable, qu'elle soit un accessoire qu'il pouvait contrôler. À la seconde où un accessoire plus brillant et puissant était apparu, Sérafina, avec sa famille de lignage ancien et ses connexions, il l'avait rejeté. Ses larmes commencèrent à diminuer. La douleur brute et chaude commença à refroidir, se durcissant en quelque chose d'autre, quelque chose de froid et de pesant. La rage. Elle regarda l'entrée déchirée au sol, au nom de Señora Elara Valente. Elle regarda son reflet dans la fenêtre sombre, le mascara coulant, les yeux rougis, la robe triste et simple. C'était la femme que Julien voyait. C'était la femme dont Sérafina se moquerait. C'était l'épouse qui pleurait. « Non », murmura-t-elle d'une voix rauque. Elle se mit debout. Ses genoux craquèrent. Elle marcha, non vers sa chambre, mais vers le coffre-fort mural, caché derrière une peinture abstraite minimaliste. Elle introduisit un code de 24 chiffres. Ce n'était pas un anniversaire. C'étaient les coordonnées d'une chambre forte bancaire en Suisse. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent liquide. Il n'y avait pas de bijoux. Il n'y avait qu'un unique téléphone satellite noir mat, un dispositif qui ne fonctionnait avec aucun opérateur public et ne pouvait être tracé. Elle le ramassa. Sa main était parfaitement ferme. Les larmes avaient disparu. Elle composa un numéro de mémoire, un préfixe Plaza 41 de Genève. Ça sonna 2 fois. Un homme répondit. Sa voix était tranchante, précise, et avait un léger accent européen inidentifiable. « Oui, Caspian, dit Elara. Sa voix n'était plus le petit murmure entrecoupé d'Elara Valente. C'était le ton clair, froid et autoritaire d'Elara d'Évreux. Il y eut une pause de l'autre côté, puis la voix s'adoucit, juste un peu. Elara. Cela fait 182 jours. Je suppose que ce n'est pas un appel de courtoisie. Caspian d'Évreux, son frère. Le solutionneur de la famille d'Évreux. L'homme qui dirigeait la face publique de leur empire pendant que leur père contrôlait les ombres. Il a rompu le contrat, Caspian, dit Elara. Le contrat de mariage? Tout. La clause de fidélité. La clause d'humiliation publique. Il en a choisi une autre. Caspian soupira. Ce n'était pas un son de tristesse. C'était un son d'irritation profonde et lassé, comme un jardinier trouvant une mauvaise herbe. Cette expérience qui est la tienne, Elara, cette vie normale, je suppose qu'elle est maintenant terminée. Elle est terminée, confirma-t-elle. Et le mari? Ce Julien Valente, qu'a-t-il fait spécifiquement?
Papa voudra des détails. Il va emmener sa maîtresse, Séraphina Dubois, au bal du legs métropolitain ce soir. Il a déchiré mon entrée. Il m'a appelé fardeau. Il met fin à notre relation et m'expulse de l'appartement. La ligne resta silencieuse un moment. « Il a déchiré ton entrée ?» demanda Caspian, comme s'il clarifiait une donnée impossible. « Oui. Le garçon est amusant. Je le lui concède. » murmura Caspian. « Il ne sait pas, n'est-ce pas? Après 4 ans, il n'a toujours aucune idée de qui tu es. Il croit que je suis une orpheline de Zurich. » Charmant. Et la maîtresse? Dubois. Des Dubois de l'immobilier Madrid? Oui. C'est malheureux pour eux, dit Caspian. Leur plus grand créancier est le groupe Kratos Holding. Qui est à nous? Termina Elara. Qui est à nous? Acquiesça-t-il. Alors, quel est le mouvement, ma petite sœur? Nous l'écrasons simplement, gelons ses actifs et auditons. Je peux avoir le dossier d'Interpol sur son bureau demain, à 9 heures. C'est déjà préparé. C'est préparé depuis le jour de ton mariage. Elara regarda son visage ruiné dans le miroir. Elle pensa à Séraphina avec son collier. Elle pensa à Julien, l'appelant rien. « Non, dit Elara. Pas demain. Ce soir. Il est au gala. Il se présente comme un nouveau pouvoir avec sa nouvelle femme. Il veut être vu. » Ah, dit Caspian, avec un sourire perçant dans la voix. Une leçon publique. Excellent. Papa approuvera. Il adore l'opéra. J'ai besoin de toi ici, Caspian. J'ai besoin du déploiement complet. Il m'a appelé rien. Il a dit que je n'ai pas de nom. J'ai besoin qu'il comprenne quel est mon nom. C'est une demande assez importante, Elara. Nous sommes à Genève. Le gala est maintenant. Tu as un Gulfstream sur l'aérodrome. Le GA200. C'est 2 heures. Décollage immédiat pour la piste de Barajas. Tu peux être au Prado pour 22h30. Et papa viendra, dit Elara. Dis-lui que Julian Valente a posé ses mains sur un actif de d'Évreux. Il m'a frappé. La voix de Caspian perdit toute sa chaleur. Il a déchiré mon entrée. Il comprendra la distinction. Ce fut un acte d'agression. Entendu, dit Caspian. Nous nous déplaçons. Maintenant, qu'en est-il de toi? Tu es bloqué. Tu es l'épouse qui pleurait. Je suis en route pour le gala maintenant. Mais ton ticket... Elle aura souri, un sourire froid et mince qui n'atteignit pas ses yeux. Il a déchiré l'entrée d'invité pour la señora Elara Valente. Il semble avoir oublié que le nom complet du bal est le bal du legs métropolitain. Et l'aile neuve la plus grande est l'aile d'Évreux, des antiquités hellénistiques. Mon nom est littéralement gravé sur le mur du vestibule. Je n'ai pas besoin d'une entrée. Je suis la propriétaire. Bien joué, sœur. Maintenant, va, arrange ton visage. Et cette robe, l'émeraude, brûle-la. J'en ai besoin d'une nouvelle. C'est déjà géré, dit Caspian. Un colis du plan B a été livré à l'hôtel Ritz il y a 2 heures. Chambre 2801. La clé est à ton nom. Ton vrai nom. Il t'attendait. Le Ritz, c'est là que Julien et Séraphina iront après. Je sais, dit Caspian. Poétique, n'est-ce que pas? Maintenant, Elara, il est temps d'arrêter d'être Elara Valente. Il est temps d'être Elara d'Évreux à nouveau. Et nous sommes déçus. Et un d'Évreux déçu, comme tu le sais, est quelque chose de très coûteux. La ligne coupa. Elara entra dans sa salle de bain. Elle frotta le maquillage ruiné de son visage. Elle défit ses cheveux du chignon sévère, les laissant tomber. Elle avait fini de pleurer. Le rideau se levait.
Que feriez-vous si vous aviez le soutien de la famille la plus puissante du monde, après avoir été humilié ainsi? Les marches du musée du Prado étaient une zone de guerre de lumière clignotante. Les paparazzi criaient des noms. Des correspondants de mode, vêtus d'ensembles avant-gardistes, parlaient avec des superlatifs haletants. Ce n'était pas seulement une fête. C'était la confluence de chaque courant de pouvoir dans le monde. Hollywood, technologie, politique et, le plus important, l'argent vieux et nouveau. Un Cadillac Escalade noir sur noir s'arrêta. La porte s'ouvrit et une chaussure de cuir faite main frappa le pavé mouillé par la pluie. Julian Valente émergea. Il avait l'air de chaque pouce du roi qu'il aspirait à être. Il sourit avec un éclat de dents blanches et se tourna pour offrir sa main. Sérafina Dubois sortit. Elle était une vision en écarlate, une robe Dior personnalisée, qui était moins une robe et plus une sculpture, s'agrippant à son corps d'une manière qui criait « Regardez-moi » et autour de son cou, brillant sous les flashs des caméras, se trouvait le collier Séraphin de minuit. Le saphir en forme de poire reposait parfaitement au creux de sa gorge. Elle était triomphante. « Julian Valente, Sérafina Dubois !» criaient les photographes. Julian posa une main de propriétaire au bas de son dos. « Mademoiselle Dubois est une amie très proche et une associée en affaires, » annonça-t-il à un reporter. « Nous célébrons le lancement de notre nouvelle coentreprise. »« Où est votre femme, Julian ?» cria un journaliste de la Press People. Le sourire de Julian ne vacilla pas. « Ma femme, Elora, se sent mal ce soir. Elle envoie ses excuses. » Sérafina se pavana. Elle se pencha vers le microphone. « Elora est simplement... Elle est très sensible, » roucoula-t-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. La pression d'un événement comme celui-ci est trop pour certaines personnes. Nous voulons seulement qu'elle se repose. Ils étaient l'image parfaite d'un couple puissant, le financier impitoyable et l'héritière de vieilles fortunes. À l'intérieur, les commérages étaient déjà électriques. « Il l'a vraiment fait », murmura une mondaine à une autre autour d'une coupe de champagne. « Il a laissé Elora et l'a amenée, elle. »« Sincèrement, c'est une amélioration, » répondit l'autre. « Elora était un ennui. Elle n'avait rien à dire. Sérafina au moins sait comment jouer le jeu. » Julian et Sérafina se frayèrent un chemin à travers la ligne de réception. Ils passèrent par le grand salon et entrèrent dans la fête principale, tenue comme toujours dans l'impressionnante extension du temple de Débode. Sérafina tenait audience, sa voix haute et brillante. « Oh, cette vieille chose !» rit-elle, touchant le collier. Julian a insisté. Il a le goût le plus exquis. Il dit qu'il l'a vu et que ça criait simplement son nom. Sérafina dit qu'elle n'avait jamais vu un bijou aller aussi parfaitement à quelqu'un. Elle scanna la pièce. Ses yeux se posèrent sur Chloé, une des rares amies d'Elora du comité de charité. Chloé semblait horrifiée. Sérafina glissa vers elle. « Chloé, chérie, tu es mignonne. Je suis ravie que tu aies pu venir. As-tu des nouvelles d'Elora? Je suis tellement inquiète pour elle. » Julian a dit qu'elle a fait une crise totale, pleurant hystériquement. « C'est tellement triste. »« Elora est une bonne personne, Sérafina, » dit Chloé d'une voix tensée. « Oh, je le sais. C'est la meilleure personne, » dit Sérafina, buvant son champagne. « Mais soyons honnêtes, elle n'a jamais été faite pour ça. C'est une petite souris grise. Et Julian? Eh bien, Julian est un lion. On ne peut pas attendre d'un lion qu'il vive dans un trou de souris pour toujours. C'est simplement la nature. » Elle rit, un son cristallin haut,
et retourna à son nouveau cercle d'admirateurs. Elle était intouchable. Elle avait l'homme. Elle avait le collier. Et elle avait le projecteur. Julien, en la regardant, ressentit une vague de fierté. Il avait pris la bonne décision. Il s'était débarrassé de son fardeau. L'avenir était à lui. La fête battait son plein. Le thème était Empire doré, et la salle était une mer d'or, de bronze et de diamants. Et alors arriva Elora. Elora n'utilisa pas les marches de devant. Elle ne marcha pas sur le tapis rouge. Elle utilisa l'entrée privée pour les mécènes, celle qui ouvrait directement sur l'aile curatoriale du musée. Les gardes de sécurité qui virent naître son visage sur la liste des mécènes de niveau 1, d'Évreux, Elora, firent simplement une révérence et ouvrirent les lourdes portes de bronze. Elle était allée au Ritz. La suite que Caspian avait réservée n'était pas une suite normale. C'était un penthouse présidentiel. Étendu sur le lit, il n'y avait pas une robe, mais une œuvre d'art. C'était un Schiaparelli personnalisé, en velours noir, si sombre qu'il semblait absorber la lumière. C'était sévèrement simple, avec un col haut et des manches longues. Mais son devant était dominé par une seule pièce de bronze sculptée et dorée. Un cœur anatomique massif, saignant, traversé par une dague dorée. Avec elle se trouvait une note de Caspian. Ils veulent des empires dorés, donne-leur un cœur doré. Fais-le saigner. Elle s'était lavé le visage. Son maquillage était maintenant sévère et parfait. Un œil sombre et fumé, et une lèvre rouge sang. Ses cheveux étaient coiffés vers l'arrière, humides et brillants. Elle ne ressemblait en rien à l'épouse sournoise. Elle ressemblait à une générale. Elle entra dans le salon du temple. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne chercha personne. Elle marcha directement au bar, ses talons faisant des clics nets et audibles sur le sol de pierre. Elle commanda un verre d'eau. La musique ne s'arrêta pas, mais une douzaine de conversations si. « Qui est-ce? Est Elora Valente? Mon Dieu, cette robe! Est-ce un Schiaparelli? » Julien la vit le premier. Son verre de whisky s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Son sang se glaça. Ce n'était pas seulement qu'elle soit là. C'était son apparence. La violette flétrie avait disparu. À sa place se trouvait cette créature, cette femme d'une prestance impossible et terrifiante. Alors Séraphina la vit. Le triomphe de Séraphina se changea instantanément en rage acide. Comment ose-t-elle? Comment cette pathétique et pleurnicharde petite épouse ose-t-elle montrer son visage ici avec cette allure? « Excusez-moi, chers amis, » dit Séraphina à son groupe. « Je vois qu'une petite souris a perdu son chemin. Je dois aller exterminer. » Elle prit une coupe fraîche de champagne du plateau d'un serveur qui passait et traversa la salle en prédatrice. Julien, figé, tenta de dire « Séraphina, non. » Mais les mots ne sortirent même pas. Elora regardait les hiéroglyphes, ignorant les murmures. « Elora, chérie. » Elora se tourna lentement. Elle regarda Séraphina de haut en bas. Ses yeux se posèrent un moment sur le collier séraphin de minuit. « Séraphina, » dit Elora, d'une voix de contralto basse et froide. « Ce collier est charmant. Il en fait un peu trop, mais il te va bien. » Le visage de Séraphina se contracta. Elle venait d'être citée parfaitement. Ce n'était pas la femme en pleurs de l'appartement. « Tu as du cran, » siffla Séraphina à voix basse. « Julien m'a dit que tu avais eu un épisode. Tu aurais dû rester à la maison. Tu as l'air positivement squelettique. Cette robe est vintage, on dirait une friperie. »« C'est Schiaparelli, » dit Elora simplement. « Oh, une de ses expériences, je suppose.
cracha Sérafina. Elle perdait le contrôle. Cette femme ne se laissait pas démonter. « Tu dois partir », exigea Sérafina. « Tu t'embarrasses. Tu embarrasses Juliane. »« Ah bon ?» demanda Elara, prenant une gorgée de son eau. Sérafina tremblait de colère. Tout son triomphe tombait en cendres. Ce rien était en train de lui voler son moment. « Tu n'es rien !» cria Sérafina, sa voix se brisant. « Tu es une pathétique orpheline, sans un sou, qui l'a sauvée. Il a fini avec toi. Il est avec moi. Il m'aime. » Et dans un accès de pure malice enfantine, Sérafina trébucha, lançant toute sa coupe de champagne directement sur le devant de la robe d'Elara. Les souffles coupés dans la salle furent audibles. Le champagne frappa le velours noir et le cœur doré, dégoulinant sur le sol. Sérafina sourit, son masque de fausse sympathie de retour. « Oh, mon Dieu, comme je suis maladroite! Regarde ça, partout sur toi, toi, chose. » Elle regarda Elara, s'attendant à des larmes, s'attendant à ce qu'elle sorte en courant. Elara ne bougea pas. Lentement, elle regarda vers le bas, vers le champagne coulant de la dague dorée sur sa poitrine. Puis, elle regarda à nouveau Sérafina. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas triste. Elle semblait ennuyée. « C'était une erreur, Sérafina, » dit Elara, d'une voix calme, mais qui fut entendue dans le silence soudain. « Vraiment ?» se moqua Sérafina. « Qu'est-ce que tu vas faire, Elara? Pleurer? Tu n'as pas d'argent, pas de nom, pas de mari. Tu es fini? »« Non, » dit Elara, posant son verre d'eau. « C'est toi qui l'es. » Comme s'il s'agissait d'un signal, les énormes portes de 6 mètres de haut du grand salon, qui étaient restées fermées pendant 1 heure, furent ouvertes par la sécurité du musée. La musique s'arrêta. Le bavardage mourut. Tous se tournèrent vers la porte. Une arrivée aussi tardive n'était pas seulement inhabituelle, c'était impossible. Les portes étaient scellées à 20h30. L'hôtesse de l'événement, la formidable Madame Althorpe, une femme qui inspirait plus de peur qu'Anna Wintour, était connue pour refuser des milliardaires pour 5 minutes de retard. Mais les portes étaient ouvertes. À l'entrée, silhouettés contre la lumière du grand salon, se tenaient 3 hommes. L'homme au centre était âgé, peut-être vers la fin de sa 70e année, avec une chevelure épaisse et argentée. Il n'était pas grand, mais il occupait l'espace comme s'il en était le propriétaire. Il portait une veste de senna brionnée, simple et parfaitement coupée. Il irradiait une autorité si profonde qu'elle était presque une force physique. À sa droite se trouvait un homme plus jeune, beau d'une manière sévère et dangereuse. Il était grand, brun, et ses yeux, de la couleur de ceux d'Elara, parcoururent la pièce avec le regard froid et analytique d'un prédateur. C'était Caspian. À gauche se trouvait un autre homme, plus robuste, bâti comme un coffre-fort, qui était clairement le chef d'un détachement de sécurité se déployant dans la salle, leurs costumes sombres et oreillettes en contraste marqué avec les tenues de l'âge d'or. La salle était dans un silence total. Les gens ne savaient pas seulement qui étaient ces hommes, ils le sentaient. Ce n'était pas de la célébrité, ce n'était pas de l'argent récent, c'était le pouvoir. « Mon Dieu » murmura un gestionnaire de fonds spéculatifs, « c'est Augustus d'Évreux. »« Qui » demanda sa jeune compagne. « Augustus d'Évreux » siffla l'homme, le visage pâle. « Il ne va pas aux fêtes. Il achète les entreprises qui organisent les fêtes. Il possède les mines, les banques, les routes maritimes. C'est le vieux monde, type Renaissance. » Madame Bionda Althorpe, l'hôtesse,
courait pratiquement vers eux, le visage un masque de révérence agité. « Monsieur d'Évreux, nous n'avions aucune idée. C'est un honneur, vraiment. » Augustus d'Évreux ne la regarda pas. Il ne regarda personne. Ses yeux scannèrent la salle, trouvèrent son objectif, et il commença à marcher. Caspian et le chef de sécurité le flanquèrent. La foule s'ouvrit. C'était comme voir un requin se déplacer à travers un banc de poissons. Ils passèrent devant les milliardaires. Ils passèrent devant les stars de cinéma. Ils passèrent devant les politiciens. Julien Valente était figé. Son esprit criait « D'Évreux, d'Évreux, pourquoi ce nom me dit-il quelque chose ?» Séraphina était confuse. Qui est ce vieil homme? Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Augustus d'Évreux s'arrêta directement devant Elara. Il regarda le champagne dégoulinant de sa robe. Son visage, qui avait été neutre, se tendit de mécontentement. Il regarda son visage. « Elara, ma fille, dit-il. » Sa voix était un grondement bas qui s'entendit sur tout le sol de pierre. Il prit un mouchoir de soie de sa veste et essuya doucement et tendrement une goutte de champagne de son menton. « Tu es en retard, dit-il. » Elara sourit, un sourire réel et tremblant. « On m'a retenu, papa. » Papa. Le mot explosa dans la pièce silencieuse comme un coup de canon. Le corps de Julien Valente se glaça. Il situa enfin le nom. D'Évreux. Lyle d'Évreux. Le groupe Kratos Holding. La famille la plus puissante, secrète et riche du monde. Une famille qui faisait passer le vieil argent, comme celui des Dubois, pour des gagnants du loto. Et Elara. Elara. Son épouse orpheline, effacée et silencieuse. La mâchoire de Séraphina était pendante. Son visage, il y a un instant si triomphant, était blanc comme de la chaux. Elle regarda Julien, puis Elara, puis l'homme qui était Augustus d'Évreux. Caspian fit un pas en avant. Il tenait une étole de cachemire noir impeccable. Il la plaça sur les épaules d'Elara, couvrant la robe tachée de champagne. Il la baisa sur le front. « Tu aurais dû appeler plus tôt, petite sœur, » murmura-t-il. « Je déteste cette ville. » Puis il tourna ses yeux froids et sombres vers le couple hébété. « Séraphina Dubois, » dit Caspian d'une voix légère, conversationnelle. « C'est un collier charmant, un Harry Winston, n'est-ce pas? Le séraphin de minuit. Mon père l'a commandé l'année dernière comme cadeau pour le 25e anniversaire de ma sœur. » La main de Séraphina vola à sa gorge. Elle regarda Julien, les yeux écarquillés par la terreur pure. « Julien, » gémit-elle. « Julien, qu'est-ce que c'est que ça? » Julien ne pouvait pas parler. Il s'étouffait. « Ah !» dit Caspian, se tournant enfin vers lui. « Monsieur Valente, ma sœur a mentionné que vous n'étiez pas très accommodant. Commentez vos pensées. Est-ce que la justice poétique ultime ou le pouvoir des D'Évreux est-il terrifiant? » Le silence dans le temple de Débode n'était plus seulement une pause dans la musique. C'était un poids physique, un vide écrasant qui aspirait tout l'air de la pièce. Les seuls sons étaient le bourdonnement distant et profane de 1000 téléphones portables enregistrant la vidéo et le sanglot ténu et hystérique provenant de Séraphina Dubois. Julien Valente était un homme qui traitait le monde en vecteur de risque et d'opportunité. Son esprit, entraîné à l'arbitrage de haute vitesse, tournait maintenant à 1 milliard de révolutions par seconde, essayant de trouver un angle, un point d'appui, un rachat dans ce qui était clairement un marché de vente catastrophique.
d'Évreux. D'Évreux. Elora d'Évreux. Le nom résonnait dans son crâne, s'entrechoquant avec 4 ans de souvenirs. Elora dans la bibliothèque, étudiant. Elora au téléphone, parlant suisse-allemand, sur des tons bas et murmurés. Elora refusant d'acheter un diamant de 30 carats, parce que c'était inapproprié. Il avait appelé cela de la modestie. Ça avait été de l'ennui. Il l'avait traité de rien. Elle était, réalisait-il maintenant avec une horreur qui lui retournait l'estomac, un quelqu'un. Elle n'était pas seulement sur la liste. Elle était la liste. Mais Julien Valente était un finisseur. Il s'était sorti de situations impliquant des enquêtes de la CNMV, des acquisitions hostiles et 2 divorces précédents désastreux. Ce n'était qu'un malentendu, une querelle familiale. Il pouvait arranger ça. Il devait juste reprendre le contrôle du récit. Il fit un pas en avant, forçant un sourire sur son visage. C'était comme étirer du plastique froid. Il écarta les mains dans un geste de confusion magnanime. « Auguste, Monsieur d'Évreux, je suis absolument mortifié. Il y a eu une terrible erreur, une confusion monumentale. Elora et moi, nous traversions simplement une période difficile, une dispute d'amoureux qui a tragiquement dérapé. » Julien fit un pas de plus, ses yeux cherchant désespérément ceux d'Elora, y injectant une fausse tendresse qu'il avait utilisée 1000 fois auparavant. « Elora, mon cœur, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Toute cette mascarade d'orpheline. J'ai cru que nous construisions quelque chose de réel, loin de l'influence de ta famille. J'essayais de te protéger, de nous protéger. » Augustus d'Évreux ne s'ya pas. Il ne le regarda même pas. Il continuait de lisser l'étole sur les épaules de sa fille, comme si Julien n'était qu'un bruit de fond gênant. Caspian, en revanche, laissa échapper un rire qui n'avait rien de joyeux. C'était le son d'une guillotine que l'on aiguise. « Une dispute d'amoureux, Valente. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de déchirer l'invitation de ma sœur et de l'expulser de sa propre maison? Ou peut-être faisiez-vous référence à la clause de fidélité de votre contrat de mariage, celle que vous avez piétinée avec la précision d'un amateur? » Julien sentit la sueur perler à la base de son cuir chevelu. « Caspian, je vous en prie. Les affaires sont les affaires. Le groupe Kratos et Valente Capital ont des intérêts alignés. Nous pouvons transformer cela en une alliance historique. Serafina n'est qu'une distraction, une stratégie marketing pour le nouveau fonds. C'est Elora que j'aime. C'est elle, ma femme. » Serafina, qui était restée pétrifiée, laissa échapper un cri étouffé. « Une distraction! Julien, tu m'as dit que tu la détestais! Tu as dit qu'elle était une ancre autour de ton cou! » Elle agrippa le collier de saphir, ses doigts tremblant si fort que le fermoir menaçait de lâcher. Elora fit enfin un pas en avant, se dégageant de la protection de son père. Elle regarda Julien, non pas avec la colère qui l'attendait, mais avec une pitié glaciale qui l'effraya bien plus. « Tu as raison sur une chose, Julien, » dit-elle. « Les affaires sont les affaires, et tu es une très mauvaise affaire. Tu as confondu mon silence avec de la faiblesse. Tu as confondu ma discrétion avec de l'insignifiance. » Elle désigna la salle, les caméras, les visages des personnes les plus puissantes d'Espagne qui regardaient maintenant Julien comme s'il était un insecte sous un microscope. Tu voulais être vu, Julien. Tu voulais que ce soir soit le début de ton empire. Elle esquissa un sourire qui ne contenait que de l'acier. Regarde bien autour de toi. C'est la dernière fois que l'on t'invitera ailleurs que dans un tribunal. Papa! Augustus tourna enfin ses yeux vers Julien,
Son regard était lourd d'un mépris séculaire. « Caspian a déjà commencé, » dit le vieil homme. « À l'heure qu'il est, tes lignes de crédit sont gelées. Ton conseil d'administration a reçu les preuves de tes détournements de fonds pour acheter des bijoux à ta distraction. Et cet appartement dont tu étais si fier, il appartient à une filiale de Kratos. Les serruriers sont déjà là-bas. » Julien chancela. Tout son monde, construit sur le paraître et l'arrogance, s'effondrait en temps réel. « Mais Elara, nous avons 4 ans. Tu ne peux pas tout effacer. »« Je peux, » répondit-elle, « parce que l'Elara que tu as épousée n'a jamais existé. C'était un test, Julien, un test que tu as échoué de la manière la plus vulgaire qui soit. » Elle se tourna vers son père et son frère. « Je pense que nous en avons fini ici. Le champagne de cet endroit a soudainement un goût de vinaigre. » Augustus inclina la tête, un geste de respect pour sa fille, et fit signe à son service de sécurité. La foule s'écarta à nouveau, dans un silence encore plus lourd, alors que les dévreux commençaient à sortir. Julien essaya de les suivre, de crier, de supplier, mais 2 hommes de la sécurité de Kratos, massifs et immobiles, lui barrèrent le chemin. Séraphina s'effondra sur le sol de marbre, ses sanglots étouffés par le bruit de la fête qui, étrangement, ne reprit jamais. Elara ne se retourna pas. Elle marchait la tête haute, l'épouse invisible devenue la reine du jeu, laissant derrière elle les décombres de l'homme qui avait cru pouvoir briser une lionne.